Bienvenue à tous sur notre agréable page Lecture paisible. Nous poursuivons toujours la lecture de notre roman Et pourtant elle pleurait, chapitre 17. Depuis son retour de France, les paroissiens de Saint-Habib-des-Collines avaient vainement tenté de rencontrer Bob. Il n'accordait aucune audience à ses anciens paroissiens. Bob Williams voulait couper définitivement avec son passé de prêtre. Parfois, il acceptait de viser des chèques de certains paroissiens qui lui adressaient des lettres émouvantes. Il leur accordait un découvert. Toutefois, il ne les recevait pas. Il pouvait se rendre à un guichet et régulariser leur compte. Bob se portait lui-même garant par sa signature. Il remerciait Dieu de n'avoir pas eu de problème d'argent dans sa vie. Son travail lui donnait l'occasion de voir au quotidien toute la souffrance de la grande majorité des épargnants de la banque. Les salaires ne restaient pas plus de 10 jours sur les comptes. Quant à ceux qui avaient des comptes d'épargne, la plupart restaient sans provision pendant de nombreux mois. Bob se demandait comment faire pour relancer l'épargne dans le pays et surtout dans sa banque. Il se réjouissait d'avoir un programme de travail. Pour la fête de la Saint-Robert, Bob demanda à sa secrétaire de convoquer un certain nombre de paroissiens qu'il avait sélectionnés parmi ceux qui demandaient une audience. Ce jour-là, il voulait écouter et agir pour honorer son saint patron. Il commença la journée par la messe du matin dans la paroisse de son quartier. Sa demande de messe impressionna le curé qui aurait voulu que chaque catholique puisse demander une messe le jour de son saint patron. Cela aurait augmenté les ressources de l'Église, chaque messe demandée étant soumise à une contribution financière du demandeur. La première personne qu'il reçut faisait partie de la commission liturgique. Son prénom était Gaston. Le banquier trouva qu'il avait bien grossi et il se demanda pourquoi. Monsieur l'abbé, c'est pas de monsieur l'abbé ici. Monsieur Williams, c'est la misère qui fait grossir. En êtes-vous sûr? N'est-ce pas les soirées entre amis autour des casiers de bière? Je ne saurais le nier. Mais c'est la misère qui nous conduit à nous retrouver dans les multiples buvettes de la ville. Que me vaut l'honneur de votre visite? Plusieurs raisons, mais la plus importante, c'est de vous demander de faire une conférence à la paroisse. Le thème sera « Laissez à votre choix ». La paroisse a besoin de vous voir et de vous entendre. Ceux qui sont venus auprès de vous, ceux qui sont venus après vous ne vous font pas le poids. Ils sont obsédés par la recherche effrénée des affaires à mener et des maisons à construire dans leur village, souvent avec l'appui et la complicité des membres influents du comité paroissial. Évidemment, je ne vous parlerai pas de l'autre aspect condamné par toute la paroisse. Chaque jour, les paroissiens ne font que parler de vous. Votre passage nous a marqués. Revenez nous parler, je vous dirai en plus. Mon cher ami, arrêtez ce jeu de massacre. Je vous prie de quitter immédiatement mon bureau avant que je me fâche. Si vous êtes encore dans cet état d'esprit malgré l'évangile lu et commenté chaque semaine, c'est à désespérer. Bob, laissez-moi vous expliquer. Sortez, je ne veux plus vous revoir. Bob ouvrit la porte et le fit sortir. En attendant le deuxième visiteur, il se prit la tête entre les mains et versa quelques larmes. Il restait encore du travail à faire pour changer le cœur des hommes. Il connaissait aussi la femme qui venait d'entrer, la soixantaine largement dépassée. Elle était membre de la Légion de Marie de la paroisse Saint-Habib-des-Collines. Quand elle vit Bob, elle lui donna l'accolade en le serrant bien fort dans ses bras. « Mon fils, je suis bien contente de te revoir. Tu n'as pas du tout changé, toujours beau. Tante Catherine, vous n'avez pas changé non plus. Que puis-je faire pour vous? » Pas grand-chose. Je tenais absolument à vous revoir, je suis comblée. C'est vrai que nos pensions sont irrégulièrement versées. L'État nous oublie malgré les services que nous lui avons rendu pendant plus de 30 ans. Moi, j'étais enseignante dans le primaire. Nous sommes payés en monnaie de singe. Dans mon cas, je n'ai aucun soutien. Mon mari m'a quitté pour vivre avec une jeune fille depuis une dizaine d'années. Vous vous imaginez, un homme qui a aujourd'hui 75 ans et qui vit avec une femme de 30 ans. Il a plus du double de l'âge de cette femme qui ne l'aime pas. Elle n'attend que sa mort pour entrer en possession de son immense fortune. Et tout cela parce qu'il me trouvait vieille. Quelqu'un l'a déjà dit, la vieillesse c'est l'enfer des femmes et vos enfants. Je n'en ai eu malheureusement que 2. Le premier n'a vécu que 10 jours. Le second est depuis 20 ans aux États-Unis. Je n'ai plus de ces nouvelles depuis 13 ans. Vous vous imaginez, laisser sa vieille mère payer un loyer tous les mois. Quand
on va aux États-Unis, il suffit de travailler 2 ans pour acheter une maison à sa mère, ce fils indigne. Je ne vous laisserai pas dire cela. Prenez cette enveloppe, son contenu vous permettra de payer une année de loyer. Merci, monsieur l'abbé. Monsieur Williams, monsieur Robert Williams, je ne sais comment vous remercier. Vous n'avez pas à me remercier. C'est octogénaire qui recevait maintenant habitait le quartier des collines, mais ne fréquentait pas Saint-Habib régulièrement. Il se souvient de l'avoir rencontré une seule fois. Leur discussion tourna sur le refus de l'Église d'accepter la polygamie dont il était un farouche adepte. Sans qu'on lui donnât une place pour s'asseoir, il présenta aussitôt son problème. Mon petit, je ne veux pas te faire perdre du temps. Je sais que tu es très occupé. Mes 3 lettres sont restées sans réponse. Comme je te l'ai écrit, je veux que tu me donnes de l'argent. J'ai trop d'enfants à ma charge. Vos petits-enfants, vous voulez dire? Mes propres enfants. Mon dernier a 2 ans. J'ai 33 enfants avec 6 femmes. J'ai divorcé, il me reste 4 enfants. Je suis sans ressources. Ma pauvre retraite de brigadier de police ne peut pas nous nourrir. Aidez-moi rapidement. Vous n'avez jamais entendu parler de la limitation des naissances? Mon fils, c'est une affaire de blanc. Chez nous, les Africains, un enfant, c'est un don du ciel. Il arrive souvent que le petit frère ait 2 mois alors que son grand frère ne marche pas encore. Plus on a d'enfants, plus Dieu vous accorde ses grâces. Quant aux femmes, n'en parlons pas. C'est la concurrence pour battre la rivale, la sœur ou la cousine en nombre d'enfants. Bob ne s'attarda pas avec ce vieux. Il lui remit une enveloppe légère et lui tendit la main en signe d'adieu. Il resta plongé dans ses réflexions quelques minutes. L'Afrique bat le record mondial des naissances par milliers d'habitants. Les ressources de l'Afrique sont insuffisantes aujourd'hui et demain pour nourrir sa population. L'une des priorités doit être l'instauration d'une politique définitive de la limitation des naissances et non l'espacement. Déjà, nous n'avons plus de structure pour employer la jeunesse. Des médecins chôment, des étudiants qui ont une licence travaillent dans des restaurants comme serveurs pour survivre. Les enfants continuent de naître de parents pauvres à la vitesse du concombre sur le continent africain. La misère s'installe depuis déjà sur de nombreux pays africains. Mais nos gouvernements sont trop occupés dans la gestion du quotidien pour s'occuper des problèmes qui vont exploser dans 10, 15 ou 20 ans. Et c'est quand nous serons comme la Chine que nous ferons appel aux pompiers habituels, à moins qu'on ne découvre en temps une planète habitable et prospère où les mêmes viendront encore nous chercher pour aller planter de la canne à sucre en nous donnant l'occasion le soir dans nos rares moments de repos de composer des morceaux ou de créer un nouveau rythme de musique comme nous savons si bien le faire depuis des siècles. Les grèves, le banditisme, le chômage, la drogue, la prostitution, les révoltes que nous voyons aujourd'hui ne seront rien en comparaison de ce qui va se passer dans 25 ans si nous continuons de négliger le problème de la démographie dans un continent pauvre et assisté. Pauvres Africains, continuez de chanter et de danser les yeux fixés au sol tandis que de gros nuages s'amoncellent sur vos têtes. Il voulut noter ses réflexions afin de les envoyer par mail à une revue panafricaine sous la rubrique des lecteurs. En attendant, il reçut une jeune dame. Il ne se souvenait pas de l'avoir vue à Saint-Habib-des-Collines. Elle prétendait l'avoir souvent rencontrée après la messe. Il savait qu'elle mentait. Mais ce jour-là, il était disponible pour écouter les uns et les autres. Bob, j'avais une très grande envie de te revoir. Dès que j'ai appris que tu étais dans cette banque, j'ai tenté à plusieurs reprises de te rencontrer. Mais ta secrétaire, jalouse qu'elle est, a toujours refusé. C'est alors que j'ai pensé envoyer une lettre qu'elle serait obligée de te faire parvenir. Madame, je ne vous connais pas et vous me parlez comme si nous étions de vieilles connaissances. Ma secrétaire n'a pas besoin d'être jalouse de vous et pourquoi le serait-elle? Je vous demande de ne pas me tutoyer et de me dire les raisons qui vous poussent à me rencontrer. J'ai encore du monde à recevoir. Je suis amoureuse de vous depuis votre passage à Saint-Habib-des-Collines. Je n'ai jamais manifesté le désir de vous en parler car je ne serai jamais la femme qui fait tomber un prêtre. Toutes celles qui ont eu des relations intimes avec un prêtre ont eu des vies difficiles faites de malheur et de souffrance. Quand j'ai appris que vous étiez défroqué, j'ai tenu à vous rencontrer pour vous dire tout l'amour que je vous porte. Je suis à votre entière disposition pour tout ce que vous voulez faire de moi. Je suis une femme disponible et honnête. Merci pour tout l'amour que vous avez pour moi. Je vous demande d'en faire un amour fraternel et ce serait mieux. Je suis un homme marié et je tiens à rester fidèle à ma femme contre vent et marée. Mais cela ne fait rien.
Faites de moi votre petite amie. On pourra se voir 1 ou 2 fois par semaine. Au fait, êtes-vous une femme célibataire ou mariée? Je suis mariée à l'état civil et à l'église depuis 6 ans et je suis mère de 2 enfants. Il y a 5 mois que j'ai enlevé mon alliance car rien ne va plus entre mon mari et moi. Comment pouvez-vous être marié et de surcroît à l'église et tromper votre mari? Monsieur l'abbé, excusez-moi, monsieur Williams. La plupart des femmes trompent leur mari, mais elles sont très discrètes. Même la meilleure amie, la confidente, ne le saura jamais. Entre les hommes et les femmes, c'est un jeu de cache-cache permanent. Rien ne va dans les foyers. Rien ne va dans les foyers et l'on se demande quelles sont les raisons de cette mésentente entre l'homme et la femme. Et pourtant, les premiers jours du mariage, c'est simple. Madame, le mariage se fait à partir d'erreurs de chaque côté. L'homme croit aimer une femme, mais c'est plutôt la beauté de cette femme qu'il aime. Quant à la femme, elle croit aimer un homme, elle cherche plutôt la sécurité, surtout financière. Un sondage publié il y a quelques mois dans un magazine local consacré exclusivement au mariage montre que, de toutes les professions convoitées par les femmes pour le mariage, celle de banquier vient largement en tête. La plupart des femmes interrogées voulaient lier leur destin à un homme qui travaille dans une banque. L'argent, on le sait, reste rarement dans les poches. L'homme riche aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Les licenciements ont déstabilisé beaucoup de couples créés à partir de critères financiers. En dehors même de cela, le mari riche finit par craquer devant les charges du loyer, de la nourriture, des factures d'eau, d'électricité, des traites de la voiture, du carburant, de l'argent, de poche de la femme, des bijoux et des pagnes. C'est trop pour une seule personne. Vous me faites peur. Ce n'est pas bon qu'un homme soit aussi connaisseur du secret des femmes. Les hommes ont aussi la passion de la beauté. Après plusieurs années de mariage, ils ne voient plus cette beauté. C'est comme un joli téléviseur qu'on vient d'acheter aujourd'hui. On est fier et content de le posséder. On le regarde à tout moment. Quelques mois plus tard, la poussière s'y est installée. De nouveaux modèles plus sophistiqués sont en vente à des prix plus compétitifs. On pense maintenant à l'achat d'un autre modèle. Au niveau de la femme, si d'autres éléments n'entrent pas en jeu, le mari ou l'amant va regarder ailleurs, à la recherche d'une plus belle femme. La beauté est passagère, la femme prendra forcément des rides. L'homme oublie d'aimer la femme pour des qualités qui sont durables. Et c'est cela l'erreur des hommes. Pour qu'un mariage dure, l'homme doit tenir compte des qualités morales de la femme avant de s'engager. Et la femme, l'homme à marier est celui qui sait entretenir les qualités suivantes: la douceur, la bonté, la gentillesse, la sincérité, la tendresse, la fidélité, l'enthousiasme, la foi et le désir. Je crois que je me suis trompée en espérant faire de vous mon amant. Je vous considère désormais comme un frère et un conseiller. Avant de prendre congé de vous, j'aimerais savoir, grand frère, si je peux avoir de l'argent pour le transport pour retourner à la maison. Mon mari ne travaille plus et mon pauvre salaire de dactylographe ne peut pas nourrir la famille. Bob Williams se montra très généreux avec elle. Il plaignait cette dame qui avait bon cœur et se voyait obligé d'avoir des attitudes détestables pour venir en aide à sa famille. Il regretta de l'avoir laissée partir sans lui avoir conseillé des psaumes et des passages de l'évangile à méditer chaque soir avant de s'endormir. Il savait que Dieu lui viendrait forcément en aide. Dieu n'abandonne pas ses enfants dans la détresse qui crient chaque jour vers lui. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et à celui qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui, à la place du poisson, lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra un scorpion? C'est donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Il ne perdit pas de temps avec un jeune atteint d'une maladie incurable et qui souffrait visiblement. Sa demande consistait en l'achat de médicaments. Il lui donna la plus grosse des enveloppes. Il savait que ce jeune homme n'avait plus longtemps à vivre. Il voulait qu'il vive intensément ses derniers jours. Il se rappela une phrase de sa mère quand elle venait de voir un malade. Bob, le plus grand ennemi de l'homme, c'est la maladie. Bob aimait répondre en disant que la maladie provient de l'homme lui-même. Le futur malade n'a pas la paix dans sa vie et il fait exactement ce qui détruit l'homme. En effet,
Il aime dénigrer les uns. Il calomnie les autres. Chaque jour, il empoisonne son sang par des injections de malveillance, de mensonges, de jalousie ou de colère. Son occupation préférée consiste à développer davantage la haine qui couvre et habite en lui. La prière avec une foi sincère et un grand détachement reste le meilleur remède contre la maladie. Il termina ses rencontres par un étudiant en philosophie qui n'avait pas de bourse. Il s'étonna de le voir s'en prendre au gouvernement qui restait insensible aux problèmes des étudiants. Il se plaignait de tout. Il était très mal dans sa peau. Il n'avait aucune ressource pour mener à bien ses études car sa famille vivait dans l'indigence et il était le premier fils, le seul qui ait atteint l'université. Le peu d'argent qu'il gagnait à donner des cours de philosophie à des élèves qui préparaient le baccalauréat passait dans les jeux du loto. Il demanda même à Bob si, dans son cas, c'était mal de jouer au TSC et au loto, qui restaient les seuls espoirs pour lui. Bob avait toujours considéré le TSC et la loterie comme des jeux qu'on pouvait ne pas considérer comme un péché à la seule condition que cela ne devienne pas une obsession. On pouvait jouer une fois par semaine, pas plus. Ne comptez pas sur le gouvernement pour vous prendre en charge. Vous devriez vous battre pour être responsable de votre destin. Il vous suffit d'entreprendre même une toute petite affaire. Je vous propose de vendre des bouteilles de jus d'ananas, de tamarin, de goyave et d'autres fruits. Vous n'aurez qu'à acheter des bouteilles et des fruits. Vos parents pourraient vous aider à faire les jus et à le vendre. Vous verrez les résultats dans quelques semaines. Quand vos études seront terminées, vous ne songerez plus à travailler dans la fonction publique pour attendre un salaire mensuel. Vous serez un entrepreneur, un bâtisseur. C'est vrai, grand frère. Mais comment avoir les premiers fonds? C'est mon affaire. C'est pourquoi j'ai sélectionné votre lettre. Il prit encore dans son tiroir les enveloppes qui étaient préparées avec les montants écrits au dos. Devant le montant, le jeune étudiant demanda au directeur quel délai il lui accordait pour rembourser cette grosse somme. Elle vous appartient. Je ne vous chercherai même pas à savoir si vous avez monté votre affaire. Votre destin est entre votre main. Du courage au travail et bonne chance. Si tous les riches étaient comme vous. Je ne suis pas riche, mais j'aime partager. Je suis un adepte éternel du Christ et je le sais partout où je me trouve. Le lendemain de la Saint-Robert, Bob vit dans son parapheur un chèque avisé avant que le bénéficiaire l'encaisse. En effet, tous les chèques dépassant un certain montant devaient être visés par Robert Williams. Ce chèque d'un montant très élevé devait être débité du compte d'une ONG au profit du responsable de cette organisation non gouvernementale. Le compte avait été crédité par des personnes morales qui, de l'Amérique, aidaient cette ONG à combattre une maladie grave en Afrique. Robert Williams constatait que le responsable retirait de l'argent pour s'acheter une maison personnelle. Il bloqua le chèque. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait pour les ONG. Elle n'ouvrait plus de compte dans cette banque. Bob avait pris l'engagement de combattre tous ceux qui profitaient des dons pour une utilisation personnelle. Déjà, on lui avait dit que cela n'était pas son problème que des gens utilisaient des fonds publics pour leurs besoins personnels très souvent. Le lendemain du rejet du chèque, le responsable de l'ONG vint se plaindre et exiger le règlement de son chèque au profit d'une société immobilière. Bob le calma rapidement en lui disant que s'il insistait, il aviserait tous les donateurs. Il se retira sans prononcer aucune autre phrase de protestation. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour du directeur général de la banque de venir à la rencontre de Bob. Il exigeait que son collaborateur signe le chèque. Bob refusa. Le conseil d'administration lui donnait le pouvoir de s'opposer au directeur général dans ce genre de situation. Monsieur Jules Farah retourna furieux dans son bureau. Il regarda sa montre. Il était midi. À 14 heures, 3 policiers se présentèrent au secrétariat de Bob et demandaient à le voir de toute urgence. Dès qu'il entrait dans son bureau, ils présentèrent leur carte professionnelle et le mit en état d'arrestation. Il les suivit sans aucune crainte. Il ne se reprochait rien. Au contraire, ses 2 secrétaires se mirent à pleurer à chaudes larmes, attirant ainsi une grande partie des employés de la banque et certains clients. Madame Bigot alerta Jean Williams. Au même moment, le directeur général et le responsable de l'ONG sablaient le champagne. Monsieur avait commencé la préparation de la note de nomination du nouveau directeur financier et des ressources humaines provisoires de la banque en attendant que le conseil d'administration entérine cette nouvelle nomination. Ce n'était qu'au poste de police que Bob apprit les raisons de son arrestation. Il aurait caché à son domicile des armes de guerre découvertes après une longue perquisition. On lui demanda à quel groupe ces armes étaient destinées. On le considérait comme un chef de gang. Il refusa de répondre aux questions ridicules des policiers qui continuaient leur monologue 2 heures durant.
À leur grande surprise, ils virent arriver dans leurs locaux le ministre de la police qui leur adressa une sévère réprimande dont ils se souviendraient toute leur vie. Bob fut libéré. Il savait qu'il devait sa libération à l'intervention de son père. Il en parla à son épouse qui n'avait pas appris l'arrestation de son mari. D'une manière spontanée, Blondine appela son oncle et sa tante. 30 minutes plus tard, ils se retrouvaient dans la famille Williams en compagnie de Bob à genoux, les mains au dos. Blondine implora le pardon de sa belle-mère. L'oncle et la tante de leur côté présentaient des excuses au nom de leur nièce en offrant à Marie-Claire Williams et à son mari 2 bouteilles de liqueur. Marie-Claire Williams prit tout son temps avant d'accepter les excuses de sa belle-fille. Elle dit à l'oncle et à la tante de Blondine toute l'estime qu'elle avait pour la femme de son fils Bob. Elle avait été déçue par son comportement. Elle acceptait le pardon à cause de l'oncle et la tante qui s'étaient déplacés de si loin pour venir plaider la cause de leur nièce. Jean Williams, qui n'avait rien dit, ajouta au propos de sa femme qui n'en voulait pas à Blondine mais à Bob, qui avait donné des armes à son épouse pour se moquer de sa mère. L'oncle de Blondine présenta les excuses de Bob au moment où Blondine pleurait à chaudes larmes. Et c'était Marie-Claire Williams qui la consolait. L'oncle demanda que tout le monde se donne la couloir en signe de réconciliation. Ils se levèrent tous et s'embrassèrent. Marie-Claire Williams et Blondine restèrent l'une dans les bras de l'autre un long moment toutes deux en pleurs. La soirée se termina par la consommation des liqueurs après qu'on eut parlé de la brève arrestation de Bob. Son père lui dit qu'en Afrique, la jalousie et la haine étaient tenaces. Où qu'il soit, il n'y échapperait pas. Pour lui, tant que les Africains ne se débarrasseraient pas de tous les mauvais sentiments, il serait difficile de faire un décollage économique. Les bailleurs de fonds ne comprendraient jamais pourquoi l'Afrique ne progressait pas, car la haine, la jalousie, la calomnie, la médisance, l'hypocrisie n'étaient pas prises en compte dans les programmes d'ajustement. L'oncle de Blondine fut beaucoup plus sévère. Pour lui, l'Afrique et les Noirs principalement étaient encore sous le coup de la malédiction des fils de Cham. Il en voulait pour preuve l'incapacité du Noir partout où il se trouvait dans le monde. Sa remarque fit rire toute la salle. Jean Williams lui demanda ce qu'il proposait pour sortir de cette malédiction. Les Noirs d'ici et d'ailleurs doivent le même jour et à la même heure demander pardon à Dieu par des prières et des chants de louanges. Chacun le fera dans sa langue, dans sa religion et selon sa croyance. Même les enfants doivent y participer. Ne riez pas, je suis sérieux. Notre situation est trop grave pour la laisser aux mains des intellectuels sans aucune assise spirituelle qui continuent à nier l'évidence et à croire que notre tour viendra. Quelle myopie! Attention, je suis myope, déclara Jean Williams. Cela ajouta encore l'atmosphère chaleureuse de la rencontre. Ils se quittaient au-delà de minuit dans la joie et la gaieté. Quand Bob revint au bureau le lendemain, la surprise fut totale au sein du personnel de la banque. Le directeur général avait déjà informé le personnel que Robert Williams était le responsable d'un réseau de vente de drogue et de faux billets et qu'on ne le reverrait pas de sitôt dans la banque. Pour lui, Bob pourrait prendre au minimum 5 ans de prison. La seule chose que Bob voulait savoir en arrivant à la banque était la position du chèque qu'il avait refusé de viser. Son remplaçant qui devait s'installer ce matin même à sa place avait en sa possession le chèque qui viserait aux premières heures de l'ouverture de la banque. Il lui réclama le chèque qu'il déchira en 1000 morceaux. Informé de la présence de Bob dans son bureau dès son arrivée à la banque, le directeur général retourna sur ses pas. Il échappait ainsi à un inspecteur de police qui voulait lui poser quelques questions au sujet de la corruption des agents de police. Une fois de plus, Bob se dit que certains comportements étaient dictés par le manque de culture. Il envisagea de créer dans les jours suivants une bibliothèque au sein de la banque. Ici s'achève notre chapitre. Qu'avons-nous retenu de ce chapitre? Nous avons retenu que l'Afrique est vraiment minée par beaucoup de mots. Je ne peux pas comprendre que des jeunes qui n'ont rien, dont le salaire ne leur suffit pas, ça donne à leur passe-temps favori, c'est-à-dire s'asseoir chaque soir dans les maquis et dépenser le peu d'argent qui leur reste. C'est vrai que la vie est difficile, c'est vrai que rien ne va comme on le veut et que tout est cher, mais avec ce peu d'argent, on peut quand même réfléchir à monter une activité et faire un investissement. Cela ne veut pas forcément dire que cet investissement-là rapportera de l'argent. Car un investissement, c'est un risque que l'on prend. On peut investir et on peut perdre. Il faut accepter le risque. C'est cela aussi, à faire un investissement. Il faut accepter le risque de perdre ou de gagner. Mais les Africains se complaisent et je dirais même qu'ils se morfondent trop. Ils trouvent trop de justifications. Quand on leur dit quelque chose, ils veulent toujours s'apitoyer sur leur sort. Alors que le monde de maintenant, pour réussir,
Il faut avoir un esprit de gagnant, de conquérant. Il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort. Si tu as mal au pied, que c'est un seul pied qui te fait mal, mais serre-toi de ton autre pied pour pouvoir avancer dans la vie. Il ne faut pas toujours rester là en train de se morfondre. Pendant que vous vous morfondez toujours sur votre sort, les autres arrivent à évoluer avec le peu qu'ils ont. Et puis, trop de médisance, de jalousie. C'est ce que j'ai retenu de ce chapitre. De jalousie, de médisance, de médiocrité. Les gens sont plutôt à gagner par la part du gain facile. Je ne peux pas comprendre qu'un responsable d'une ONG qui trouve de l'argent, qui doit aider des semblables, ceux pour qui il lutte, prend cet argent par devers lui pour payer une maison à son nom. C'est un manque de responsabilité. Et lorsque les Africains comprendront que la responsabilité fait partie des gagnants, ils verront que leurs mots diminueront, alors que l'Africain est plutôt habitué à la facilité, à la cupidité. L'Africain est toujours là en train de s'apitoyer sur son sort, en train de se morfondre, en train de toujours accuser le voisin et tout. Et toujours au même niveau, on ne progresse pas. Notre société est remplie de corruption. Le vrai problème aussi de l'Afrique, c'est cela, la corruption. Quand l'Africain comprendra que la corruption nous met en retard, on aura avancé et l'Afrique pourra se développer. D'ici là, je vous dis à très bientôt et vous, qu'avez-vous retenu de ce chapitre? Pensez-vous comme moi? J'aimerais bien voir ce que vous pensez de ce chapitre afin que nous puissions interagir sur ce sujet. Sur ce, je vous dis à demain. Bye!